Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Bertrand Sikadi, plus connu sur les réseaux sociaux, Berti le Kamit, sous le nom de Berti le Kamit. Mumbeso Mbungon que je suis porte-parole de la brigade anti-Sardina France. Mais je ne m'exprime pas en tant que porte-parole de la brigade anti-Sardina France. C'est les cris d'un enfant qui vient devant ses parents pleurer. Et qui sont ses parents? C'est la classe politique camerounaise, en commençant par le président, les ministres, tous ces gens-là, qui nous traitent tous les jours de voyous, de casseurs d'ambassade, de sans-papiers, de terroristes. J'ai même entendu terroristes et tout ça. J'ai envie de parler ici comme l'enfant qui est venu poser des questions à son père. Nous sommes les enfants abandonnés, nous sommes les enfants déshérités. Les gens se demandent pourquoi nous sommes devenus violents, pourquoi nous sommes devenus agressifs, pourquoi. Ils font comme s'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passe. Je m'en vais expliquer en quelques mots. Je suis né, j'ai grandi dans les conditions que vous connaissez au Cameroun, comme des millions de jeunes Camerounais. Premier tournant dans ma vie, je n'ai que 12 ans quand je perds mon grand-père et ma grand-mère qui m'ont élevé avec tout l'amour et l'affection sur les routes du Cameroun, notamment sur la nationale numéro 5 entre Bafoussam et Douala, sur l'axe qu'on appelle le long trait de Melon. Mes deux grands-parents sont morts tous deux le même jour dans un accident. Donc, quand je vois ce qui se passe à Sangchou, comme je dirais récemment, je vois ce qui se passe, je ne sais pas, dans tout ce que vous pouvez imaginer comme accident au Cameroun, je me sens directement concerné. Parce que notre famille a été complètement détruite à cause de cet accident. Je me suis battu comme des centaines de milliers, sinon des millions de jeunes Camerounais. J'ai obtenu quand même un bac. Donc je sais quand même lire, je sais écrire. Et je parle en tant que membre de la brigade anti-Sardina, que vous traitez d'illettrés, de voyous, de racailles, de sans-papiers, de chômeurs et autres. Je rappelle que je n'ai rien à voir avec ça. J'ai un travail stable en France. J'ai une famille de 2 ans, j'ai 2 enfants. Je suis un responsable. J'ai été à l'école. Je suis un travailleur. Je dis bien, je n'ai rien à voir avec tout ce que vous expliquez. Prochaine étape, je vais à l'université de Douala comme étudiant. J'ai fait philosophie là-bas. Je n'ai pas fait long feu malheureusement parce que je ne pouvais pas joindre les deux bouts. Je n'arrivais pas dans une grande ville où il y avait tellement de difficultés. Je suis obligé de laisser l'école pour me retrouver, pour retourner dans mon Djombe natal, où je travaille dans la bananerie pour 28 000 francs le mois. Avec les diplômes, je suis rentré, je n'ai pas eu honte d'entrer dans la bananerie, travailler, les gens se moquaient même de moi. J'ai essayé, je n'ai personne aussi pour tenir ma main, m'amener quelque part, me permettre d'entrer dans l'administration ou entrer je ne sais où, pendant que les gens dépensent l'argent de notre pays sur des conneries. Les jeunes demandent des bourses, les gens demandent ceci, ils veulent même aller à l'école, vous les découragez. Je parle comme ça à toute la classe gouvernante camerounaise, en tant que votre fils. Je me bats donc par mes moyens, je sors du Cameroun. Et, une parenthèse, des centaines de milliers de Camerounais sortent. Allez voir dans les frontières du Cameroun ce qui s'y passe. Des jeunes quittent ce pays tous les jours. Pas tous les moyens pour partir. Je sors donc après 3 ans de périple. Traversant le désert, la mer Méditerranée, j'arrive en Europe enfin. Je produis ce livre qui retrace tout mon parcours et celui de mes camarades. Les enfants camerounais meurent comme beaucoup d'autres enfants africains meurent. J'ai remis des exemplaires à l'ambassadeur du Cameroun qui est là actuellement, M. Magnus Ekoumou. J'ai remis à M. Eno Taben qui était parti. J'ai remis à plusieurs personnes à l'intérieur de l'ambassade en leur disant, voilà mes griefs.
et ceux de mes camarades, voici ce qui se passe là-bas. Nous nous plaignons. Nous sommes les enfants camerounais abandonnés par ce système. On ne peut pas continuer comme ça. Cet ouvrage-ci, ils l'ont. J'ai reçu comme réponse qui vous a envoyé dehors. Vous partiez où alors que le président de la République a mis à la disposition de la jeunesse camerounaise des milliards pour élever des poissons. Voilà ce que j'ai reçu comme réponse. Dites-moi, combien d'enfants, combien de jeunes Camerounais ont bénéficié de cet argent pour élever les poissons au Cameroun? Arrêtez de vous moquer de vos propres enfants. Ce n'est pas possible cette façon de fonctionner. Je demande à mes camarades ici de faire des vidéos dans ce sens-là. Chacun a des raisons d'en vouloir à ce régime. Ces gens qui meurent sur les routes, c'est justement parce qu'il n'y a pas de route. N'est-ce pas? Ceux-là vont nous dire que, même en Europe où il y a le goudron partout, les gens meurent aussi. Mais regardez, tous les 10 ans au Cameroun, c'est un village de 15 000 âmes qui disparaît. Des morts sur nos routes. Je parle ici des statistiques qui sont publiques, c'est connu. Et je rappelle ici que je ne me bats pas pour moi. Je me bats parce que j'aime ce pays. Je me bats parce qu'on essaye de me retirer ce que j'ai de plus cher qui est mon pays, le Cameroun. On m'exclut complètement, comme on a exclu des millions de Camerounais qui se retrouvent aujourd'hui en diaspora. Est-ce qu'on n'a pas des raisons de nous plaindre? Vous nous traitez de voyous, de racailles. C'est un enfant qui vient s'exprimer comme ça devant ses parents. Est-ce que vous écoutez ces jeunes-là qui se plaignent? Non. Vous leur servez quoi? Du mépris, de l'arrogance. Aujourd'hui, vous parlez de violence contre un ministre de la République. Pendant ce temps, il y a une liste des gens que vous avez abattus, éliminés froidement. Que ce soit des journalistes, que ce soit des prélats, que ce soit des jeunes Camerounais qui meurent tous les jours sur le Bensikin, que ce soit nos sœurs qui sont devenues des waka derrière les callbox et tout ce qui va avec. Vous êtes responsables de cette situation. Que ce soit nos frères qui meurent dans les zones anglophones, vous êtes responsables de cette situation. Donc, j'ai mis tout à l'intérieur de cet ouvrage pour permettre aux gens de comprendre pourquoi nous nous plaignons. Nous ne nous plaignons pas pour rien. Et je ne parle pas ici pour moi. J'ai déjà un salaire, j'ai déjà une vie. Je peux vivre sans avoir besoin de tout le reste. J'ai déjà mon confort. Mais est-ce qu'on vit pour soi? Est-ce qu'on vit seulement pour soi? Je veux voir mon pays debout. Je veux voir les Camerounais heureux. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous essayez de voir les souffrances de vos enfants? Non. Vous tenez sur les plateaux télé, vous nous traitez de racailles, de terroristes. C'est très grave ce que vous faites. Je continue. 2019, je perds ma mère. Je ne peux pas retourner au Cameroun lui rendre un dernier hommage. On l'enterre, je vois tout à distance. Nous sommes en 2025. Je ne peux toujours pas retourner dans mon pays pour faire ses obsèques. Depuis 3 ans, mon passeport camerounais n'a été retiré. Et retirer le passeport de quelqu'un qui vit en Europe, vous savez ce que ça signifie. Ça veut dire que le gouvernement camerounais a décidé de me clochardiser. Et pour ceux qui vivent au Cameroun et qui ne sont pas au courant, ne pensez pas que le passeport c'est pour aller à l'étranger voyager. On l'a empêché de voyager. Non. Pour renouveler un titre de séjour en France où je vis, il faut avoir un passeport en cours de validité. L'ambassade du Cameroun, l'État du Cameroun qui te retire un passeport, sait que si tu ne parviens pas à le renouveler, tu perdras ton titre de séjour, tu perdras ton logement, tu perdras ton travail, ta famille va se retrouver dans la rue. Quand ils font ça, ils ne le font pas pour rien. Ça fait combien de raisons que j'ai énumérées? Nous n'avons pas les raisons valables de nous plaindre contre ce gouvernement. On nous empêche de nous inscrire même sur les listes électorales. On impose des conditions. Tu dois avoir ceci, tu dois avoir cela. Même pour notre droit de voter, vous nous avez tout retiré. Les jeunes Camerounais qui sont même arrivés ici, après avoir traversé tous ces risques-là, meurent dans les rues ici. Ils sont présents, ils ne disent rien. Au Maghreb, les enfants camerounais, mon Dieu, quand je pense à cela, il y a des images comme ça chaudes qui me remontent. Ce n'est pas possible. Même vos enfants qui sont morts, les corps ont été rejetés en bordure de mer. On a dit au gouvernement camerounais, venez reconnaître vos enfants, renvoyer les corps au Cameroun, aux familles qui souffrent.
Vous avez refusé. C'est pas possible. Même ça, vous avez refusé. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas les seuls. Nous sommes aussi Camerounais. Les corps qui ont été repêchés sont abandonnés partout en Libye, partout au Maroc. Même ne serait-ce que pour leur dignité, vous pouvez faire retourner ces corps et donner à ces familles pour que ces familles enterrent. Je parle en tant que beaux ailleurs. Tout ça me remonte en surface. Et vous nous traitez de voyous. Je vais conclure. Je vais conclure par... Merci, en tout cas. Nous n'avons plus donc rien à perdre. Nous n'avons plus rien à gagner. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Vous allez continuer à mentir au peuple camerounais en disant que c'est Kanto qui nous manipule, c'est Kanto qui nous envoie. Il n'en est rien. Traitez-nous sur les plateaux de voyous. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Parce que vous nous avez rejetés. J'espère que vous allez faire passer ce message. J'espère que vous allez le partager. Un tel script demande une réflexion approfondie pour relier les expériences individuelles évoquées dans le discours à des conseils pratiques et applicables pour améliorer sa qualité de vie. Voici un texte dense et détaillé qui s'inspire des éléments de ce témoignage tout en proposant des pistes concrètes pour chacun. La vie est un long voyage marqué par des épreuves, des injustices et des moments de désespoir. Nombreux sont ceux qui, comme Bertrand Sicadi, ont traversé la douleur, l'abandon et l'exil, portés par l'espoir d'un avenir meilleur. À travers son cri du cœur, il exprime un sentiment profond de trahison et d'abandon de la part d'un système qui ne protège pas ses enfants. Mais face à cette réalité, que peut-on faire pour améliorer sa propre existence malgré les obstacles? Loin d'un simple constat amer, il est possible de transformer la souffrance en force, l'injustice en motivation et la frustration en action. La première clé d'une meilleure qualité de vie réside dans l'acceptation de la réalité. Beaucoup de personnes souffrent non seulement des conditions matérielles difficiles, mais aussi de la colère et de la frustration liées à l'injustice. Cependant, la colère seule ne construit rien. Il faut apprendre à regarder la réalité en face sans se laisser consumer par elle. Accepter ne signifie pas se résigner, mais comprendre le monde tel qu'il est pour mieux agir. Un esprit lucide est un esprit libre. Ensuite, il est essentiel de développer la résilience. L'histoire de Bertrand Sicadi est marquée par la perte, la précarité et l'exil, mais aussi par la capacité à rebondir. La résilience ne signifie pas uniquement survivre, mais apprendre à tirer des leçons de chaque épreuve pour devenir plus fort. Cela implique de se fixer des objectifs clairs et de ne jamais laisser les défaites définir son identité. Les échecs ne sont que des étapes vers une réussite future. L'éducation et l'apprentissage continus sont une arme contre l'oppression et la pauvreté. Bertrand Sicadi, malgré les obstacles, a cherché à s'éduquer et à comprendre le monde. Beaucoup de jeunes, découragés par un système éducatif défaillant, abandonnent trop tôt leur quête de savoir. Pourtant, l'éducation n'est pas seulement institutionnelle, elle est partout, dans les livres, sur Internet, dans les échanges avec les autres. Lire, se former, développer ses compétences est un acte de rébellion contre l'ignorance imposée. L'indépendance financière est un autre pilier fondamental. Travailler, même dans des conditions difficiles, permet d'acquérir une autonomie qui rend libre. Bertrand Sicadi l'a compris lorsqu'il a choisi de travailler dans des bananeraies plutôt que de céder au désespoir. Chaque individu devrait chercher des moyens de générer des revenus, même modestes, pour ne pas être à la merci d'un système oppressif. L'entrepreneuriat, l'investissement, l'apprentissage de nouvelles compétences professionnelles sont des moyens d'assurer une certaine liberté. L'union et la solidarité sont indispensables. Une communauté unie est plus forte qu'un individu isolé. Trop souvent, les personnes en difficulté sont divisées, manipulées pour s'opposer les unes aux autres. Pourtant, l'entraide et le partage des ressources sont des outils de survie et de progrès. Construire un réseau de soutien, s'entourer de personnes positives et solidaires permet de surmonter les moments difficiles et d'accéder à des opportunités autrement inaccessibles.
Avoir un objectif supérieur à soi-même est une source de motivation inépuisable. Bertrand Sicadi ne se bat pas uniquement pour lui, mais pour son pays, pour les générations futures. Ceux qui se battent uniquement pour leur bien-être personnel finissent souvent par perdre le sens de leur existence. Servir une cause plus grande que soi, que ce soit à travers l'engagement social, la transmission du savoir ou l'amélioration de sa communauté, donne une direction et une raison d'avancer, même dans l'adversité. Développer une discipline personnelle est un levier puissant pour sortir de l'adversité. La rigueur dans le travail, l'organisation de son temps, la gestion de ses ressources permettent d'avancer même dans un environnement hostile. Trop de jeunes abandonnent en chemin faute de persévérance et de méthodologie. La discipline est ce qui différencie ceux qui réalisent leurs ambitions de ceux qui restent prisonniers du système. Cultiver un état d'esprit positif malgré les difficultés est une stratégie de survie. Bertrand Sicadi aurait pu sombrer dans le cynisme et l'amertume, mais il continue de croire en un avenir meilleur. Adopter une mentalité axée sur les solutions plutôt que sur les problèmes permet de garder espoir et de ne pas se laisser écraser par les épreuves. Prendre soin de sa santé physique et mentale est un aspect souvent négligé. Le stress, la colère et la souffrance peuvent détruire une personne de l'intérieur. Une bonne alimentation, l'exercice physique, la méditation ou la spiritualité permettent de maintenir un équilibre et de continuer à avancer malgré les tempêtes. Enfin, la liberté commence par le courage de dire la vérité. Beaucoup vivent dans la peur, s'autocensurent, se soumettent à l'injustice par crainte des représailles. Bertrand Sicadi a choisi de parler malgré les conséquences. Dire la vérité, défendre ses convictions, refuser de plier sous la pression, c'est affirmer son existence et son droit à une vie digne. Ces 10 principes sont autant de clés pour construire une meilleure qualité de vie malgré les obstacles. Ils ne garantissent pas une existence sans souffrance, mais permettent de transformer chaque épreuve en opportunité de croissance. Ceux qui appliquent ces principes, même dans les contextes les plus hostiles, finissent toujours par tracer leur propre chemin vers la liberté et l'épanouissement. L'amélioration de la qualité de vie repose sur une transformation profonde de l'individu, mais aussi sur une prise de conscience collective. Ce n'est pas seulement une question de bien-être personnel, mais aussi de justice, de dignité et d'émancipation. Les sociétés opprimées, les populations délaissées et les individus brisés doivent comprendre que le changement commence toujours par l'action individuelle qui, cumulée, produit un effet de masse. Ceux qui souffrent aujourd'hui, ceux qui se sentent rejetés, méprisés ou abandonnés par la société doivent comprendre que leur colère est légitime. Mais la question essentielle est de savoir ce qu'ils comptent en faire. La colère seule ne suffit pas, elle peut consumer ou elle peut construire. C'est cette énergie brute qui, mal dirigée, peut détruire, mais qui, bien canalisée, devient un moteur de changement irréversible. Il ne s'agit plus simplement de survivre, mais de transformer cette rage en un levier puissant d'émancipation. Cela commence par l'acceptation d'une vérité fondamentale. Personne ne viendra nous sauver. L'attente d'un sauveur, d'un gouvernement bienveillant, d'un chef providentiel est une illusion qui n'a fait que retarder la libération de ceux qui refusent de plier. L'histoire a prouvé que les plus grandes transformations sont toujours venues de ceux qui, individuellement et collectivement, ont pris en main leur propre destin, refusant d'être des victimes passives du système. Il faut donc cesser d'attendre et commencer à agir, même à une échelle modeste, en identifiant les actions réalisables qui permettront d'échapper progressivement à l'oppression, à la misère et à l'injustice. L'un des plus grands pièges dans lesquels tombent ceux qui subissent est de croire qu'ils n'ont aucun pouvoir. Cette illusion de l'impuissance est entretenue par un système qui a tout intérêt à maintenir les masses dans un état de résignation et de dépendance. Pourtant, chaque individu, aussi démuni soit-il, possède un levier d'action. La première étape vers la libération est de refuser d'adopter une mentalité d'assister, de cesser de croire que la solution viendra de l'extérieur. L'homme libre est celui qui comprend que, même dans l'adversité la plus totale, il conserve son pouvoir de décision. Cela signifie développer une autonomie, à commencer par une autonomie intellectuelle et économique. Se former, acquérir des compétences, développer des sources de revenus indépendantes, éviter les dettes inutiles et les pièges financiers qui enferment dans un cycle de dépendance perpétuelle sont des stratégies essentielles pour échapper au contrôle d'un système qui se nourrit de la faiblesse de ceux qui l'exploitent. L'autonomie, c'est aussi savoir s'éloigner des influences toxiques, identifier les relations nuisibles, couper les liens avec ceux qui tirent vers le bas et s'entourer de personnes qui partagent les mêmes ambitions et valeurs. Un individu isolé peut être vulnérable, mais un réseau de personnes conscientes et déterminées devient une force inarrêtable. Il est donc essentiel de bâtir des cercles de confiance, de créer des communautés de soutien mutuel, car c'est ainsi que naissent les dynamiques de résistance et de reconstruction. Mais l'indépendance ne se limite pas à l'aspect matériel ou relationnel, elle est aussi mentale.
L'un des plus grands obstacles à la transformation de vie est la tendance à se voir comme une victime permanente. Le monde est injuste, c'est un fait. L'histoire est remplie d'exemples d'hommes et de femmes écrasés par un système oppressif. Mais ceux qui ont réussi à s'élever ont tous un point commun. Ils ont refusé d'être définis par leurs souffrances. Ils ont transformé leurs échecs en apprentissage, leurs blessures en force, leurs frustrations en motivation. La résilience est une compétence qui se cultive, un muscle qui se développe à force d'épreuves surmontées. Il faut accepter que la vie est une lutte permanente, que chaque victoire se mérite et que rien n'est donné gratuitement. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus intelligents ou les plus talentueux, mais ceux qui ont compris que la discipline et la persévérance surpassent tout. Chaque jour est une opportunité d'avancer, même d'un seul pas, mais ce pas doit être fait avec rigueur et constance. Il faut refuser de céder aux distractions, aux tentations de la facilité, à cette habitude destructrice de remettre au lendemain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Le temps est la ressource la plus précieuse, et pourtant, il est souvent gaspillé dans des activités futiles, des discussions stériles, des lamentations improductives. Celui qui veut s'élever doit apprendre à gérer son temps avec intelligence, à structurer ses journées, à poser des objectifs clairs et à avancer méthodiquement vers leur réalisation. Avoir une vision à long terme est l'une des clés du succès. Trop de personnes agissent sous l'impulsion du moment, réagissent à chaud, prennent des décisions basées sur des émotions passagères au lieu de bâtir un projet cohérent. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à se projeter dans l'avenir, à anticiper, à prévoir, à construire progressivement une base solide qui garantira une stabilité durable. Cela nécessite une discipline de fer, une résistance aux sirènes de l'immédiateté qui pousse à choisir des gains rapides mais destructeurs sur le long terme. L'un des piliers de cette vision est l'indépendance économique. Celui qui dépend d'un maître pour sa survie ne sera jamais libre. Il faut comprendre que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil. Apprendre à le gérer, à l'investir intelligemment, à multiplier ses sources de revenus pour ne pas être pris au piège d'une précarité qui force à accepter n'importe quelle condition est une nécessité absolue. L'éducation financière devrait être une priorité pour tous ceux qui veulent se libérer du joug d'un système conçu pour maintenir les masses dans l'endettement et la servitude. La richesse ne se mesure pas seulement en termes de possession matérielle, mais en termes de capacité à contrôler son propre destin, à faire des choix sans contrainte extérieure. La discipline est l'élément qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Beaucoup de personnes talentueuses n'ont jamais rien accompli parce qu'elles manquaient de rigueur. La réussite est un processus cumulatif. Chaque petite victoire renforce la suivante. Il faut s'imposer des standards élevés, refuser la médiocrité, ne jamais se contenter du minimum. Cela implique de rester fidèle à ses principes et à ses valeurs, même lorsque la tentation de la corruption et de la facilité se présente. Dans un monde où tout semble être à vendre, où la trahison est monnaie courante, ceux qui parviennent à se maintenir droits, à ne pas renier leurs idéaux pour un gain immédiat, sont ceux qui laissent une trace durable. L'intégrité est une arme redoutable, elle inspire le respect et attire des alliés sincères. Finalement, la dernière clé est la capacité à voir le positif même dans l'adversité. Cultiver la gratitude ne signifie pas se contenter de peu, mais reconnaître les opportunités cachées dans chaque situation. La mentalité victimaire empêche d'avancer, alors que celui qui voit chaque obstacle comme un défi à relever se prépare inconsciemment à la victoire. L'optimisme stratégique consiste à être lucide sur les difficultés, mais à toujours croire en la possibilité d'un avenir meilleur, non pas par naïveté, mais parce que l'histoire a prouvé que ceux qui persévèrent finissent par triompher.